Bonjour les PokerStratèges, Daniel alias Steinpil 0104 pour PokerStrategy.com dans la deuxième partie de la deuxième partie de J'ai reçu mon capital de départ, donc comment se lancer et gagner avec le capital de départ reçu par PokerStrategy. Il y a trois parties, en fait à l'origine, il y en a presque quatre maintenant. La première, l'introduction, les règles à respecter, commencer à jouer a déjà été publié. Je pense que vous avez vu ça. Autrement, je vous conseille de voir ça. Et ensuite, ce qui est important, la partie 2, 1, stratégie BSS avec des exemples concrets, c'est la partie initiale comme base pour cette deuxième partie du jeu concret pre-flop et post-flop avec exemple. Il y aura une troisième partie, le tracker éléphant, avec une intro tracker, avec des statistiques importantes et mises en pratique. L'idée, c'est que vous pouvez utiliser ce tracker gratuit offert par PokerStrategy pour faire vos expériences dans votre jeu de début, pour voir et commencer à profiter. Les exemples que j'ai ici sont faits avec le Hold'em Manager 2, le nouveau logiciel de Hold'em Manager, avec les statistiques qui naturellement sont beaucoup plus performantes que le tracker éléphant, mais qui sont payants. Ça, c'est une des conséquences. Compte tenu de cette partie, je traite le jeu pre-flop, j'explique la starting hand chart, je parle de quelques exceptions, et ensuite je mets un accent sur le jeu post-flop en le truffant d'exemples concrets que vous puissiez un peu voir ce qu'on comprend concrètement dans un jeu NL4 ou NL25 comme je joue actuellement. Voilà, et on va passer au concret avec la starting hand chart. Un élément clé pour le jeu avant le flop, c'est la starting hand chart. Donc, en principe, une tabelle des mains à jouer au début, au milieu et en fin de parole. Et c'est logique, on joue avant le flop des cartes en fonction des cartes que vous recevez, les deux cartes que vous avez en main, et de votre position. À cet effet, la position, si on regarde maintenant votre position en guise de résumé, vous avez la position à la table. Si je prends ici le bouton, c'est le bouton, le D, c'est le bouton, c'est celui-là qui parle en dernier à part pre-flop. Donc en principe, vous êtes ici dans les blinds, vous avez la petite blind, la grande blind. Si vous prenez no limit 2, c'est 1 et 2 centimes, no limit 10, c'est 5 et 10 centimes par exemple. C'est le montant que vous mettez par défaut sans que vous ayez vu vos cartes. Le premier qui, après flop, joue, c'est le joueur qui se trouve à gauche du blind. UTG 1, première parole, deuxième parole, ça c'est les premières positions, les trois premières positions. UTG pour under the gun, sous le feu de l'adversaire. Ensuite, vous avez le milieu de parole avec la position MP1, MP2, MP3, et ensuite vous avez ici le cutoff et le bouton. La position MP3 s'appelle aussi hijack. Ce qui est très important de savoir quand on regarde, c'est le déroulement que vous avez probablement déjà vu, mais je le répète rapidement. Pre-flop, c'est celui-là qui joue en premier, et la big blind qui joue en dernier, et post-flop, donc depuis le flop et après jusqu'à la rivière, le premier qui parle, c'est la petite blind, donc il se trouve en plus mauvaise position depuis le flop. Je vais maintenant expliquer la starting hand chart en fonction que vous connaissez. Vous avez ce lien ici, vous pouvez rapidement interrompre pour aller dans PokerStrategy et rechercher dans les articles la starting hand chart, dans les articles stratégiques. La starting hand chart, comme vous la trouvez dans les articles stratégiques de PokerStrategy.com, d'abord quelques informations générales quant à la structure de cette de ce tableau. Vous avez ici les mains que vous recevez,
l'action adverse, par exemple, avant vous, tout le monde s'est couché, ou quelqu'un a suivi, ou il y a une relance. Et ensuite, la position dont on vient de voir, le début de parole, les 3 premiers sièges après les blinds, le milieu de parole, les sièges du milieu, fin de parole, c'est cut-off et bouton, et les blinds. Des paires élevées, comme paire d'as, paire de roi, paire de dame, vous relancez que sans voir en fait ce qui se passe avant. C'est-à-dire que si tout le monde se couche, vous relancez, si quelqu'un suit, vous relancez, et s'il y a une relance, vous relancez aussi, c'est-à-dire vous faites une 3 bêtes. Maintenant, avec la paire de valet et la paire de 10, vous jouez la même chose pour le cas où avant tout le monde s'est couché ou quelqu'un a suivi. Et quand il y a une relance, vous jouez suivre 20. Ce suivre 20 est élémentaire, on le retrouve ici dans les paires de 2 à 9. Suivre 20, c'est-à-dire si vous faites devez faire une relance et vous la multipliez par 20, la cave de l'adversaire doit avoir au moins le montant que vous avez. Alors, si vous avez une relance, par exemple, de 10 centimes et la cave de votre adversaire à 5 dollars ou 5 euros, vous avez 10 fois 20, ça fait 200, 2 euros, ça va. Si maintenant votre adversaire qui a fait déjà cette relance a qu'un dollar, vous pouvez pas suivre, vous pouvez pas relancer avec une paire de valets ou une paire de 10, et pour les paires basses, c'est une relance, les paires générales de 2 à 9. Donc faites le calcul, c'est important. La raison est que vous avez une chance sur 9 de toucher un brelan, et vous jouez le brelan, la probabilité de toucher un brelan. Pour les paires basses, c'est un peu différent. Quand tout le monde se couche, en début de parole, vous vous couchez aussi. C'est peut-être dur de coucher une paire de 9 ou une paire de 8, mais il faut toujours s'imaginer que vous avez en première position, vous jouez prix-flop, vous avez encore 9 adversaires ou 8 adversaires qui se trouvent derrière. Vous faites quoi quand quelqu'un vous relancez ou vous suivez et quelqu'un relance? Vous avez de fortes chances que derrière il y ait un adversaire qui a des cartes meilleures que vous. Donc la raison pour se coucher, c'est que vous avez beaucoup trop de potentiel derrière de vous faire battre et d'être ensuite, et ça c'est très important, vous êtes ensuite en mauvaise position et vous ne pouvez pas mener l'action, vous êtes en défensive, donc couchez-vous et n'ayez pas de scrupule de vous coucher. Paire de 2, paire de 9, vous vous couchez en début de parole, vous suivez en milieu de parole, et si tout le monde se couche, vous relancez. C'est-à-dire, relancer au cut-off ou au bouton, vous avez que 3 ou 2 adversaires encore après, la chance que ait des cartes qui leur permettent de jouer, surtout pour les blinds qui seront hors de position et beaucoup plus grandes. Ça fait que ça vaut la peine de essayer de voler les blinds et d'avoir quand même quelques cartes pas si mauvaises si jamais ils suivent. Dans les blinds, vous suivez tout simplement avec ces paires, vous jouez le brelan, et comme j'ai déjà dit avant, s'il y a une relance, vous calculez le potentiel x 20 et vous le comparez avec la cave de votre adversaire. Vous avez les as élevés comme as-roi. L'as-roi se traite comme les grosses paires pour relancer dans toutes les situations. Vous avez des as moyens comme as-10, as-dame. Là, et là c'est aussi dur. Au début de parole, vous vous couchez. C'est la même situation qu'avec les paires, une paire de 9 ou une paire de 8. Vous êtes en début de parole, la chance que derrière quelqu'un ait des cartes meilleures ou des cartes aussi bonnes, et vous met en bredouille parce que vous n'avez pas la position et vous êtes toujours en défaveur par rapport à vos adversaires. Donc couchez-vous avec ces cartes sans scrupule, ça vaut la peine. Les statistiques de Hold'em Manager ou aussi de l'éléphant montrent que des cartes de ce type jouées en début de parole ne sont pas rentables. Si c'est au milieu de parole, ça change, vous vous relancez, et si quelqu'un a suivi, vous vous couchez même jusqu'au milieu de parole, parce qu'il faut s'imaginer que quelqu'un qui suit, il a une paire, par exemple,
forte chance. Et déjà, il est en tout cas aussi bon, si pas un peu meilleur. C'est un coin flip, un jeu de monnaie qui est un petit peu en votre défaveur. S'il a par exemple une paire de 8. Vous êtes en fin de parole, vous relancez, vous trouvez une situation naturellement différente parce que vous êtes au cut-off et au bouton, vous avez une position pratiquement absolue et vous pouvez relancer et vous pouvez mener. Et dans les blinds, vous suivez parce que vous avez déjà investi et ça vaut la peine de chercher la cote pour gagner. Les petits as assortis, genre As9 suité et As2 suité, donc de la même couleur, ça c'est aussi important, je remonte un peu pour que vous suivez. Tout le monde se couche, vous vous couchez jusqu'au milieu de parole. La même chose si quelqu'un a suivi. Et en fin de parole, quand au bouton, vous relancez. Et si quelqu'un a déjà suivi, vous suivez. Et là, vous suivez dans l'idée que vous touchez un tirage couleur et vous êtes en position. Donc vous avez quelques avantages. Il est clair que quand on parle des blinds, vous relancez dans les blinds ou vous suivez dans les blinds, c'est simplement vous allez à la cote pour toucher votre tirage. Et s'il y a une relance, il est clair, couchez-vous, ne faites pas des exercices spéciaux. Ensuite, vous avez quelques mains qui sont intéressantes, c'est les têtes assorties, genre roi-dame, roi-valet, roi-10, qui sont assorties de même couleur. Vous avez ici un comportement analogue, si je remonte, descends un peu avec les petits as, vous vous couchez jusqu'à au milieu de parole et vous relancez, un peu différent quand quelqu'un a suivi parce que vous avez ici un grand potentiel par rapport à ces as. Ici, dans ces as, les petits as, vous avez qu'un tirage couleur. Ici, vous avez un potentiel d'avoir un tirage quinte en plus, et un tirage quinte a des avantages, donne beaucoup plus de potentiel, c'est-à-dire la cote est beaucoup plus favorable. C'est pour ça que c'est plus intéressant de suivre des gens au milieu de parole. Et si elle ne relance, il ne faut pas jouer ces cartes, pas prendre de risques inutiles. Vous avez les têtes non assorties, genre roi de carreau, dame de cœur. C'est analogue ici, dans la différence, si quelqu'un a suivi, comme vous n'avez pas le tirage couleur, vous vous couchez plus tard et dans les blinds, vous utilisez le fait que vous avez déjà mis de l'argent dans le système et vous suivez. S'il y a une relance, vous vous couchez et les cartes consécutives assorties, genre 19, 9, 8, 9, 8, 7 assorties, donc 100 cartes intermédiaires, pas 18, pas 5, 5, 3 ou 6, 8, c'est vraiment celles qui sont directement assorties, qui ont un potentiel de très gros potentiel de quinte et de couleur. Vous avez ces valeurs qui sont ici, se coucher, vous relancez en fin de parole, ça c'est très intéressant parce que vous avez la position absolue, et vous vous couchez dans les blinds, ne prenez pas trop de risques aussi parce que vous êtes hors de position. Si quelqu'un a suivi, vous suivez, c'est un peu analogue avec ce comportement ici, et si il y a une relance, vous ne faites pas de gros exercices. Votre relance, pre-flop, 4 fois le big blind, ça c'est normal. Prenez l'habitude de faire 4 fois le big blind pour la relance. S'il y a des limpers, des callers avant, vous rajoutez un big blind. Ça c'est normal, on en parlait des exceptions avant. Je préconise de faire que 3 fois le big blind au bouton, surtout dans l'esprit que je joue beaucoup plus de cartes et je cherche à voler les blinds. Ça, c'est l'habitude. Vous verrez en fonction de l'évolution de votre jeu, de savoir si éventuellement vous sélectionnez, vous jouez d'autres relances. Si par exemple vous avez avant vous un fiche, ça vaut tellement la peine de faire une relance plus élevée, même de 5 fois le big blind, si call de toute façon tout et vous avez des bonnes mains. C'est toutes des estimations que vous faites en fonction de votre expérience et du déroulement de jeu, de l'action que vous avez, que vous connaissez quand vous connaissez votre table. Après avoir vu la starting hand chart avec les positions à la table pour le jeu pre-flop, on passe au jeu post-flop avec le principe de jeu du Big Stack Strategy en fonction du board. Vous recevez donc au flop 3 cartes et ces 3 cartes donnent une combinaison de 5 cartes qui peut être ou bien rien du tout, ou bien un tirage, ou bien
une bonne top paire ou éventuellement même des monstres. Concrètement, en tant que monstre, on voit au flop ces combinaisons mentionnées ici sur cette image. Double paire, brelan, quinte, couleur, pas un tirage, mais la couleur directement. Le full, un carré, une quinte flush et un royal flush. Royal flush, pour ceux qui n'ont pas encore vu ça, ça existe de temps en temps. La probabilité de 19 000, 1 sur 19 000 d'avoir un royal flush. Donc, une couleur de l'as jusqu'au 10. Un exemple d'un joli tirage, d'un joli monstre, c'est ce jeu-là. Ici, je me trouve dans LL25. Non, dans une LL4, par contre, j'ai une paire de valets. Je fais un raise à 4 big blind. Et je me fais... Donc, de nouveau, je montre les cartes des adversaires. Vous voyez, normalement, pour les analyses, on ne fait pas ça. Et je me trouve dans une situation relativement élégante. J'ai un brelan de valet et mon adversaire a un roi top pair. Il a tiré top pair avec un mauvais kicker. Et là, vous voyez aussi, ça vaut pas la peine de jouer de mauvaises cartes, comme ici. Il a fait un call hors de position avec un très mauvaise carte. Et puis, il est logique, dans cette situation, je fais une mise et il me relance. En fonction de cette relance, moi, je ne veux pas le provoquer, je fais simplement un call, je suis en position et je peux attendre, voir ce qu'il fait, en me disant qu'éventuellement il a un tirage trèfle, il peut avoir aussi une top paire, par exemple, je n'aurais jamais donné roi 6, mais par exemple roi dame ou as roi moins, mais plutôt roi dame, roi valet, quelque chose de ce type-là, ça c'est aussi une combinaison intéressante, bien que moi, ayant deux valets, la probabilité est relativement petite qu'il ait roi valet. Et maintenant la carte elle est identique mortelle pour lui. Il a maintenant lui un brelan et moi j'ai un full. Donc vous voyez la situation, à la turn j'ai un monstre. Et maintenant, là on verra ça aussi dans les folios qui suivent, il faut tirer le maximum. Je fais une mise d'un demi-pot. J'aurais pu faire un peu plus en fonction de la situation, mais je voulais savoir où il en était. Et avec sa relance, pour moi c'était clair, il a un roi, et puis à ce moment-là, je lance tout sur le tapis, je vais tapis et je me fais un joli pot. Donc ça, comme exemple de monstre, j'ai un autre monstre intéressant que je vais vite reprendre ici, c'est celui-là, sauf erreur, voilà, que je prends ici. Je suis à la big blind avec As-Dame, As-Roi. Je me fais relancer. Attendez voir, on va faire ça tranquillement. Il y a Oleg Gun 555 qui fait un limp, c'est-à-dire qui colle. Quelque chose que je ne vous conseille pas de faire. Il est logique que moi je relance avec mon As-Roi Dame. Oups. As-Roi Dame. Il colle. Et j'ai une situation, j'ai de nouveau un monstre, mais un monstre un peu fragile. C'est ça, c'est important à savoir. Un monstre fragile, j'ai une double paire, mais il y a d'une part un tirage couleur, et éventuellement si la dame valet, il a un tirage quinte. Il peut y avoir aussi plusieurs combinaisons qui sont relativement dangereuses dans cette situation. Donc il faut que je lance. À mon avis, maintenant en rétrospective, il faudrait relancer même plus que pratiquement un peu plus de la moitié du pot. Il colle. Maintenant ça devient très dangereux parce qu'un deuxième tirage qui se fait, vous avez 9-7, ça fait 8-10, et avec 8-10 il est encore très bien, si on de 8-10 d'un carreau, il a un monstre, un tirage monstre. Je fais 2 tiers du pot, il se couche, donc j'ai bien quand même gagné cette paire. Voilà comme exemple. Je passe maintenant sur d'autres exemples, on en verra après quelques-uns dans les tirages et autres. Je
vous connaissez ces cartes, ces combinaisons, simplement pour être conscient. Les monstres au flop, comme double paire ou brelan, peuvent éventuellement, à la turn ou à la rivière, être en danger. Une quinte, c'est la même chose. Si vous avez éventuellement un tirage couleur, vous pouvez être en arrière, ou si le board se perd, ou éventuellement vous faire avoir par un full. Full, c'est déjà très stable, qu'on peut jouer peut-être un peu lentement. Les carrés, quinte flush et royal flush sont pratiquement imbattables. La probabilité est très faible que vous fassiez avoir sur une quinte flush ou sur un carré. Ça arrive, mais ça arrive tellement rarement que vous êtes là dans une zone de confort. Là, le deuxième aspect que vous pouvez avoir, c'est les tirages. Il existe des tirages faibles en fort et fort en fonction du nombre de cartes que vous avez à disposition qui sont encore dans le tas qui vous aident à compléter ce tirage. Un tirage couleur, vous avez 9 cartes qui vous aident, et si vous avez une paire, vous avez que 2 cartes qui vous donnent un brelan. Quelques exemples, un excellent tirage que j'ai eu ici, c'est celui-ci. J'ai 9-10, je vais directement au flop. Et vous voyez maintenant le tirage que j'ai. J'ai d'une part un tirage quinte flush, donc un tirage couleur avec 8, 9, 10 valets. Et j'ai par la même occasion, j'ai un tirage quinte, 8, 9, 10 valets. Et j'ai en plus un tirage sur un brelan parce que j'ai le 10, 10 de cœur. Donc je suis hautement favori. On voit les pourcentages par rapport à lui qui a quand même un tirage quinte. J'ai 77% en fonction de ses cartes et en général, même pour des cartes, pour quelqu'un qui a déjà une paire ou bien qui a une paire d'as, je suis en avance avec tous ces tirages, parce que j'ai encore le tirage à brelan, j'ai quelque chose comme 16 ou 17 out qui sont combinés dedans, en tout cas plus de 15, donc je suis énormément en avantage. Comment ça se déroule? C'est relativement simple. Il joue son tirage logiquement. Donc ici on se trouve un NL25. On voit les collègues qui collent. Là, il y a encore d'autres adversaires. Il est clair, ça c'est encore important, on ne bluffe pas quand il y a un multiveille, mais avec un tirage de ce type-là, vous avez naturellement, vous êtes en avantage et vous misez. Maintenant, ce qui se passe pour le collègue ici, il a lui maintenant son tirage rempli, il a une quinte, et moi j'ai la couleur, le flush. Donc, situation idéale, il n'y a aucune chance qu'il gagne. Je mise, il y en a qui suivent. Lui, sauf il va taper. Il est logique que je colle et celui se couche. Ça fait que, en fin de compte, je gagne un joli pot grâce à cette situation. Ça comme exemple. Ensuite, un tirage un peu moins spectaculaire. C'est celui-ci. Je vais directement au flop. Ici, j'ai un tirage couleur ici. Mais si on regarde aussi les pourcentages, lui il a une top paire, j'ai que 38%. Donc c'est une question calcul quand on fait avec équilibre, on regarde en fonction de l'éventail qu'on y donne. Ici on voit simplement que l'adversaire ayant une top paire, vos tirages couleurs, il donne pratiquement 40%. Comment ça se déroule? Il check, je check. Moi, je fais un jeu peut-être pas pour débutants. Au vu du tirage, je fais une relance. Qu'il colle, il va taper. Et je touche ma couleur. C'est une question de risque que j'ai pris ici. En ayant toujours, on verra ça après, quand on a quand on fait des bluffs on ne fait pas des bluffs purs dans une situation où on voit que l'adversaire a quelque chose, il faut faire des semi-bluffs, ce que j'ai fait ici. Et au vu si je reviens maintenant en arrière ici, au vu de sa petite cave de 8 dollars, je suis très rapidement
compromis, donc en principe je dois aller tapis à la turn. J'ai en plus du tirage couleur, j'ai encore le tirage, j'ai un tirage qui n'est pas bon parce que si il y a un nouveau valet qui vient, lui il aura le full. J'ai un peu de la chance pour la fin de compte, on voit que j'ai plus que 20% ici. Donc c'est un tirage un peu moins bon que dans le cas précédent. Un autre tirage, attendez voir que je cherche. Celui-là on l'a vu. Celui-ci. C'est un tirage quinte qu'on voit ici. J'ai 19 ici. J'ai un tirage quinte que j'utilise. Je colle. Et je touche à la fin. C'est un risque de calcul, c'est encore une question de cote. Hein. Revenons maintenant ici. Si j'ai ici maintenant, j'ai 2,75. Il me manque les cotes ici. J'ai 2,70. Ici, j'ai la cote ici en bas. J'ai une cote de 1,75. Donc en calcul net, sans la cote implicite, je ne devrais pas coller. J'ai collé ça ici. Ici, il me donne pratiquement la cote pour coller. C'est un calcul, c'est important. J'ai pratiquement la cote. Il me faut 5 contre 1 pour mon tirage. Et il me donne pratiquement cette cote. Et logique, avec un peu de cote implicite, je colle. Et je touche le tirage à la fin. Il me colle, donc en principe la cote implicite que j'avais calculée, la petite cote était hautement dépassée et je gagne un joli pot ici dans cette situation-là. Ça c'est histoire de tirage, donc voyez les tirages faibles et forts, ne jouez pas sur le brelan avec que 2 cartes, mais jouez des tirages intéressants qui vaillent la peine pour que vous puissiez aussi avoir des chances et de gagner. Overcards. En principe, c'est les cartes que vous avez au-dessus des cartes du flop. Si le flop a 5, 4, 3, vous avez 19, vous avez des overcards. La valeur de ces deux overcards, 19 par rapport de 5, 4, 3, c'est pas idéal. Mais si on joue souvent des cartes élevées, genre Dame-Roi, As-Roi, As-Dame, As-Valet, on se trouve souvent dans une situation où on a des overcards. Donc, en prenant comme exemple simple, j'ai ici une situation où j'ai As-Roi. Vous avez de nouveau un de ces joueurs qui limp, qui colle. Un deuxième qui colle, il est logique que je ferai une relance. J'ai fait une relance relativement faible en position, me disant que comme je suis en position, j'ai des avantages, j'ai pas besoin de faire une relance trop grande. J'aimerais bien qu'un de ces deux reste dans le système. Je me fais coller par ici par le 1 en small blind, c'est quelque chose de très risqué qu'il fait. Et il se trouve dans une situation typique qu'on a souvent quand on a As-Roi, on se trouve sur un board relativement plus bas, on n'a pas de roi, on n'a pas d'as. Le board est encore relativement intéressant parce qu'il est plausible avec ma relance. J'ai une dame et des petites cartes, donc je peux représenter d'une part la dame, et d'autre part, j'ai mes deux overcards, ce tirage en quelque sorte overcards, As-Roi qui sont supérieurs à la dame, et j'ai encore un petit tirage derrière, un backdoor, tirage couleur carreau, qui me compte 1,5 out. Donc, dans cette situation, peux me permettre de faire, même contre 3 adversaires, faire une continuation bet, que je fais probablement. Attendez voir, elle est où? Elles arrivent. Non, la situation, j'aurais fait une continuation bet. Dans cette situation, comme ici, il me fait, ça c'est encore un cas intéressant. On se trouve ici à la turn. Il
il me fait une donk bet, c'est-à-dire il me met une mise à l'encontre de ce que j'ai fait quand j'ai fait comme c'est moi qui ai en principe relancé. Si on regarde dans ses stats, il a, il fait souvent des donk bets. Donc c'est quelque chose, il essaye d'intimider les autres adversaires parce qu'il a probablement, il a éventuellement une dame, il a éventuellement un 8 et il veut simplement envoyer aux fraises tous les adversaires. Je colle avec ces overcards et puis ce petit tirage et je touche mon as à la turn, ce qui est naturellement très intéressant. Et le pot est relativement grand. Non, il relance ici. Je colle une deuxième fois. Et en fin de compte, il fait un check et moi je fais une mise finale et il se couche. Donc vous voyez, je joue ces overcards, pas seulement parce qu'ils sont overcards, mais j'ai encore quelques potentiels derrière, et je réagis aussi au fait que l'adversaire fait une donk bet, et il fait souvent des donk bets pour intimider, je pense pour intimider, et j'ai toujours du potentiel. Le principe de jeu Big Stack Strategy, c'est maximiser la valeur, la value, avec comme évident premier objectif mise. On a une main forte, on veut jouer un gros pot et on aimerait que les adversaires suivent avec une moins bonne main et restent dans la main. On l'a vu ça dans la première main qu'on a regardée avec les deux valets, la paire de valets qui a fait un brelan, ensuite un full. J'ai encore un autre exemple à cet effet intéressant, typique. Ce sont des situations de brelan. On voit que l'adversaire il a une paire de rois. Ce qui est intéressant dans cette situation, on a les deux une cave un peu plus élevée que 5 big blind. C'est-à-dire j'ai environ 130, 140, 120, 130 big blind. Lui aussi. Donc je fais une relance en première position à 3 big blind. Et on voit qu'il me fait une 3 bet, pas tellement élevée, 2,5. Donc ça me donne une cote relativement bonne, pratiquement 2 à 1. Et à cause, je dois remettre quelque chose comme 1,75. Ouais. 1,75$. 1,75$ fois 2, ça donne environ 20 fois son stack. C'est pour ça qu'avec ma paire de 9, je colle. Donc j'ai ce potentiel et je joue le brelan. Donc je joue le brelan. Le flop il est idéal parce que lui il a une paire supérieure au flop. Le flop il est parfait pour moi parce que j'ai un brelan. Il peut donner un tirage, j'ai un tirage couleur comme Dame 10. Est-ce qu'il me 3 bêtes avec Dame 10? C'est difficile à dire. Il a un relativement haut taux de 3 bêtes. Mais c'est pas tellement représentatif avec 150 mains. Donc j'attends. Maintenant je vois qu'il me fait une continuation bet relativement élevée de tir de pot. Je colle parce que je veux pas le faire qu'il s'en aille, qu'il s'arrête de jouer. Comme il continue, là il est pratiquement déjà commis au pot parce qu'il a avec 8 et 12 le pot a naturellement déjà un volume qui est plus élevé que sa cave restante. Et là je fais ma relance, il va tapis, il est logique que je suis tapis. Donc vous voyez ici exactement le principe. J'ai une meilleure main que lui et lui il continue, donc il respecte. On respecte, j'ai une main forte, je veux un gros pot, et au vu de la situation, comme lui continue à miser et se compromet au pot, il va suivre et je vais avoir un bon gain. Autre exemple, c'est en principe un exemple analogue, je vais directement au flop. Au flop, il touche son as avec As-Roi. J'ai mon brelan. Donc exactement de nouveau le même principe. Comme il check,
moi j'avais fait une relance au départ et il a suivi. Il va directement tapis. Donc, au vu du fait que celui-là a suivi, euh, avec un brelan, on y va et on voit que je touche ensuite un joli pot. Gagné avec un brelan. Donc, si on revient ici à cette image, les mises sont faites pour la valeur. La valeur, la valeur. La question clé, en principe, c'est est-ce que l'adversaire a-t-il une moins bonne main que la vôtre, la mienne? Avec quelle main suivra-t-il une mise et avec quelle main se couchera-t-il? C'est toujours difficile. On a vu dans les exemples précédents, il faut voir comment l'adversaire mise, comment sa mise, comment il se comporte pour éventuellement trouver des signaux comme quoi on voit qu'il est très fort, mais qu'il est éventuellement pas assez fort. J'ai un exemple relativement atroce qui m'est arrivé, qui m'a coûté une cave. Vous voyez, j'ai une paire de rois, lui il a une as-dame, et j'ai à mon avis relativement mal joué cette main. Vous allez tout de suite voir pourquoi. L'adversaire fait une relance, me lance, moi je fais une relance, une 3 bêtes, et il colle. Et maintenant il se trouve dans une situation, il y a un tirage, tirage quinte relativement faible, puisqu'il lui faut le valet pour que ça tourne. Il y a aussi un tirage sur le bord de couleur, et moi j'ai un brelan. Alors la grosse erreur dans cette situation que j'ai faite, je fais un check et il fait un check après. J'aurais dû en tout cas faire une mise. J'ai pensé jouer slow et je fais une erreur parce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire en principe, surtout quand on a un board de ce type là et il touche naturellement sa quinte. J'ai toujours une certaine cote pour gagner, mais il est logique, lui il va pratiquement tapis et comme j'ai ici plus rien, je me fais avoir et comme je dois suivre son tapis à cause de la cote que j'ai, que je pense on lui donne un certain éventail, on donne seulement un roi, j'ai suivi, ce qui est à mon avis en rétrospective de nouveau une erreur en ayant un tirage quinte complet, un tirage couleur complet, j'aurais dû me coucher. Donc on voit aussi qu'on fait des erreurs de cette manière et donc ne jouez pas compliqué, jouez simple quand vous avez des combinaisons de brelans comme ça. Jouez simple et si l'adversaire se couche, il se coucherait de toute façon parce qu'il n'avait rien. Et si vraiment il a des bonnes cartes, il suivrait et puis là, vous maximisez le pot et les chances au départ. Un autre exemple, attendez voir, on va prendre celui-là. Une situation aussi que je dis mal joué. Donc je ne sais pas que l'adversaire a une paire de dames. Il fait une mini relance et je touche. Ensuite, donc je reviens là et je colle cette mini relance en me disant que c'est normalement pas tellement idéal. Je touche maintenant mon as au flop et j'ai encore un backdoor, tirage couleur backdoor avec l'as de cœur. Donc je me sens relativement bien en avant et là j'aurais dû faire une relance. C'est discutable, je dois dire, c'est discutable de faire ici une relance pour savoir où on est. Éventuellement, lui, il peut avoir As-Roi aussi, et il peut simplement m'avoir. Je suis dans une situation un peu critique avec ce call. Au vu du check ici, lui il joue aussi faux parce qu'il a plus que 5%. Il peut s'imaginer que j'ai l'As. Je fais une mise d'un demi-pot qu'il suit. Je ne sais pas pourquoi il suit, mais la situation est en fait que maintenant j'ai l'impression que je suis en avance avec mon As et
j'ai des bols qui touche sa dame et maintenant comme il va directement, il met directement une mise avec à la rivière, ça c'est une signification relativement claire qu'il est fort. J'ai collé et voilà et j'ai perdu. Donc je ne veux pas discuter de la qualité du jeu, simplement pour vous montrer que suivant la situation, la question est de savoir est-ce que l'adversaire est meilleur ou moins bon. Et une situation est une question très importante dans le courant du jeu, faire des estimations des éventails de l'adversaire pour savoir où vous en êtes. À cet exemple d'une main, à mon avis, mal jouée, vous voyez qu'on peut relativement perdre beaucoup d'argent. Bluffer, ça c'est quelque chose qui est naturellement, qui fait partie du poker. La deuxième raison pourquoi on mise, c'est qu'on va faire un bluff. Donc on veut pousser son adversaire à se coucher avec des meilleures mains et ainsi remporter son pot. Mais ce qui est important aussi dans ces bluffs, c'est de ne pas faire des bluffs avec n'importe quoi, mais faire des bluffs quand même avec quelques potentiels. Si on regarde maintenant cette main, je suis à 6 positions. Ici, si je lance maintenant avec A7, ce qui est relativement standard dans un jeu à 6 positions, à short-handed, je me fais suivre par, et là on voit les stats du fiche, il a 53% où il suit, 13% où il relance. Donc, un intéressant adversaire, malheureusement en position, mais un intéressant adversaire qui me suit. Et ici j'ai une situation où j'ai en principe un flop un peu, qui peut très bien avoir touché son éventail ici. Mais au vu du potentiel de la carte supérieure, là, ce que j'ai du tirage couleur backdoor sur le trèfle, je prends la décision de faire une continuation bet qu'il suit. Et maintenant, dans une situation où une carte autre qu'une carte de trèfle arriverait, j'arrêterai de miser. Mais en ayant un tirage couleur tout d'un coup et toujours mon as, qui je pense est toujours bon, je continue à miser. Donc en principe, je mise au vu des stats. On voit qu'il ne se couche pas à 27% après les continuation bet, mais il se couche à 50% après une continuation bet turn. Avec le potentiel que ma main encore a derrière, je continue à miser et il se couche. Donc, ça vaut la peine dans ces situations de faire des estimations, de savoir comment est l'adversaire, comment joue-t-il et quel est le potentiel de sa main propre pour continuer à jouer. Un autre exemple, c'est ici. Je me trouve de nouveau dans une situation où j'ai un As-Roi, suité, un limper, Mitchell, des limpers. Vous voyez que même en NL5, il y a des joueurs qui jouent relativement mal. Je fais une relance relativement haute à 6 big blind. Je suis hors de position et je me fais coller par le collègue ici. Et ici, je me trouve dans une situation multi-pot. Donc, j'ai une situation un peu critique dans la mesure où je suis hors de position et j'ai deux adversaires qui sont en train de jouer. Maintenant, si je regarde les stats ici, je vois que même avec que 21 mains, il se couche à 100% sur une quantibet et celui-là, où j'ai beaucoup plus de mains, 621 mains, il se couche à 75%. Donc, d'une part, j'ai des overcards, d'autre part, j'ai un backdoor flash, un backdoor tirage couleur, donc je prends la décision de faire dans cette situation une continuation bet. Et on voit qu'est-ce qui se passe, les collègues se couchent et j'ai gagné la main en fonction de ces élucubrations et de l'estimation des adversaires. Bluffer, il y a 5 règles
qu'il faut respecter pour savoir quand un bluff est envisageable. La première règle, il ne faut pas faire gonfler le pot. Donc un petit pot, quand vous n'avez pas de potentiel, attendez, j'ai ici un exemple. Un petit pot, je me trouve ici au cutoff, donc avec une main relativement bonne à jouer. Donc je fais une relance et je me fais coller par un de ces deux collègues là, par le paradoxe. Et je trouve ainsi un flop qui ne correspond absolument pas à mes cartes. Alors il y a plusieurs raisons. D'une part, ici, bon, il me fait une donk bet, ça c'est encore autre chose. Je pourrais maintenant dire, bon, une donk bet, ça veut dire, comme on l'a vu déjà avant, ça veut dire passablement, ça veut dire relativement rien du tout, c'est-à-dire il a quelque chose, un petit as, éventuellement un 4 ou un 3, et comme on voit ici, il fait 33% sur 6 fois, c'est-à-dire 2, il a déjà fait 2 donk bet, donc celle-ci est comptée maintenant dans les statistiques, donc une donk bet avant. Je vois qu'il se couche sur une continuation bet relativement faiblement, donc si maintenant je réagis et je fais, je colle pourquoi? Pour rien du tout, parce que j'ai absolument rien derrière, pas de tirage, rien du tout. Donc si j'ai deux possibilités, ou bien je fais une relance, ou je me couche. Une relance, ça fait gonfler le pot, et avec une personne qui ensuite à la turn ne se couche pas sur une continuation bet, ça vaut pas la peine, donc j'abandonne, je ne fais pas gonfler le pot. Donc j'abandonne la main comme on voit ici, je vais folder et je laisse tomber. Le fait que la main peut encore s'améliorer, on a vu passablement déjà d'exemples, j'en ai encore un autre ici, attendez voir, c'est celui-ci. J'ai ici As-Dame de trèfle, et si je vais maintenant au flop, j'ai un adversaire qui m'a collé, je suis encore en position, et là, on voit très bien que j'ai un potentiel. J'ai un 4 qui me donne une quinte, une wheel, c'est-à-dire une roue, où j'ai toutes les trèfles derrière, donc excellente carte pour faire un semi-bluff. Donc dans cette situation, je fais en fait un semi-bluff, même si en principe on peut dire qu'avec la cote que j'ai, avec ces tirages, c'est presque une mise de value que pour le semi-bluff. Il faut bluffer que contre des joueurs susceptibles d'abandonner la main. J'ai un autre exemple ici où je joue ça. Je vais à la turn, donc ici je vois qu'est-ce que j'ai un adversaire qui me fold relativement souvent contre les continuation bet, qui est relativement loose. J'ai une overcard, donc je pense que ça vaut la peine de faire un essai. Je check d'abord, on voit, et il check derrière, il a que 2 dollars derrière. Je me dis, si je fais petite mise avec une deuxième dame, comme il me recheck de nouveau hors de position, une petite mise minimale, je pars du principe, au vu de sa situation où il aurait certainement misé avec ces 2 dollars, qu'il va abandonner sa main. Il est clair qu'il peut éventuellement jouer relativement tricky, mais comme il a un facteur d'agression relativement faible, je pense qu'avec cette mise, après 2 checks, il va abandonner sa main, et c'est ce qui va aussi se passer, on verra. Donc, faire des estimations concrètes des adversaires pour savoir si ça vaut la peine de bluffer ou pas. Je corrige une erreur. Maintenant, pas bluffer contre plusieurs joueurs. Attendez voir. As-9. Ici. Là, c'est encore un autre exemple où on voit que j'ai 2 joueurs comme adversaires. Je fais au départ une relance avec mon As-9.
On voit que l'adversaire ici avec une paire de 5 colle. Et celui qui se trouve à la big blind, Frézas, colle aussi. Et en fonction de la situation qu'il y a ici, j'ai deux joueurs, j'ai pratiquement pas de potentiel, j'ai bien un as ou un 9, mais le 9 il est relativement critique comme en ayant une overcard. Avec l'as qui vient, comme je suis relativement faible, je ne prends pas de risque, je n'essaye pas de bluff et je laisse aller les choses. Il faut avoir le courage de ne pas faire des gros efforts, surtout quand on voit ici qu'il y a le tirage ici, et je me couche. On voit qu'ici à la fin les deux ils ont fait un joli pot. Le 5, la paire de 5 ici qu'il ait joué la paire de 5 3 4 5, il a même pas il a pas de quinte, il a simplement une petite couleur. C'est quelque chose qu'il n'aurait jamais dû coller, donc ça c'est une erreur de sa part. Donc on voit ici, pour le principe qu'on a vu ici, ne pas bluffer comme plusieurs joueurs. Il faut semi-bluffer si vous avez un excellent tirage comme on l'a vu dans un exemple précédent, mais autrement pas. Bluffer que lorsqu'on peut représenter une main que l'adversaire aura rarement touché une bonne main. Là j'ai un exemple intéressant. J'ai As-Dame en cœur, au bouton, je fais une relance du bouton. Non, c'est pas vrai, pardon, je n'ai pas suivi. Je colle la relance de l'adversaire. Ici, on voit que c'est un adversaire qui est presque maniaque, 38-33. Même sur ce 26 mains, ça donne une tendance relativement claire. On voit aussi qu'il ne se couche pas, qu'il fait la moitié des continuation bets. Donc ça vaut la peine de coller dans cette situation et voir en principe pour l'avoir à la fin. On voit que le Mr. Yakuk a collé. Ici j'ai deux overcards, As-10 comme on a déjà vu précédemment, et j'ai un tirage backdoor de couleur. On voit que le premier check, le deuxième check aussi, et moi aux fonctions de l'overcard, je prends le risque de relancer. On voit aussi que celui-là aussi est relativement loose sur beaucoup de mains. Donc je continue. Et maintenant se trouve la situation intéressante. Il y a un roi qui vient. Ce roi, il peut théoriquement, ce Mr. Yakuk peut avoir un roi, mais il peut très bien penser que moi j'ai aussi un roi. Et lui, il suit son tirage. En fait, il a un tirage pique éventuellement, où il a peut-être un 9, puis maintenant il est très ennuyé de voir ce roi. Donc je peux représenter très bien le roi. Et comme il recheck à nouveau, je pars du principe qu'il est faible, qu'il a un 9, éventuellement une paire de 10 ou une paire de 8 aussi, quelque chose de ce genre là. Donc je fais une relance en représentant ce roi et je gagne le pot. Donc je bluffe en représentant un roi, et au vu des deux checks de l'adversaire qu'on a vu avant, je pars du principe qu'il a un tirage faible et puis qu'il a des petites paires qui sont intimidées par le roi. Bien, on arrive maintenant à la fin. J'aimerais résumer en quelques mots le principe de jeu de la Big Stack Strategy. Important et base pour tout, c'est la gestion de la bankroll. 30 fois le buy-in pour jouer dans les limites, comme on l'a vu. Vous jouez jeu tight agressif, vous jouez serré, vous êtes agressif, vous ne limpez pas, comme dirait mon collègue coach Maxi Pousse, on ne limpe pas. On respecte la starting hand chart avec quelques exceptions. Quand on commence à avoir beaucoup de pratique et commencer à voir qu'on peut adapter son jeu en fonction des adversaires, ça demande à cet effet une estimation des adversaires et de leurs mains par rapport à la force de main, mais ça demande dans le cadre de la starting hand chart, au jeu pre-flop, de savoir un peu ce que les adversaires jouent. S'ils sont très loose, on peut ouvrir un peu l'éventail. S'ils sont très serrés, très neat comme on dit, il faut resserrer même
son éventail de jeux, éventuellement laisser, ne pas jouer quelques cartes qui sont dans la starting hand chart. Estimation des adversaires, post-flop avec leur main par rapport à la force de sa propre main, comme vous m'en avez vu. Vous avez un monstre, l'autre, en fonction de l'activité, encore un plus gros monstre. Vous jouez pour la valeur, pour la value, vous bluffez peu et vous cherchez les endroits où vous bluffez. Et en respectant tout ça, vous avez un jeu gagnant en micro-limite. Vous gagnez, vous arrivez à monter. On est en no limit 10, en no limit 25. Nos limites 50 commencent déjà à être plus critiques parce que les joueurs sont déjà beaucoup plus avancés. Mais vous avez vu maintenant dans les exemples que même en no limit 25, il y a des gens, des adversaires qui limp, qui call et puis qui jouent des cartes suivant quoi très mauvaises. Donc au niveau stratégie, ils sont très mal et c'est avec de ces jeux, de ces gens-là que vous gagnez votre argent. J'espère que ça vous a apporté avec ces quelques exemples apportés pour améliorer votre jeu. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de chance dans votre jeu et je vous remercie de votre attention. Daniel alias Steinpil 0104 pour PokerStrategy.com.